Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. Il y a un métier qui m'a toujours intriguée, c'est celui de cueilleur. On retrouve sur le marché des produits forestiers comme des champignons sauvages, du thé du Labrador ou d'autres épices issues de la forêt boréale. Les produits de la forêt boréale, il faut partir à la chasse pour les trouver, les récolter. Pour en parler, je suis allée rejoindre Luc Godin de Bioterra et Champignons boréal. Il m'a amené en forêt, tout près du village de Saint-Fulgence. Ensemble, nous sommes partis en repérage. Tu m'amènes dans le bois? Ouais, on va aller s'amuser. Faut-tu que tu me bardes les yeux? Non, 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 non. Fais confiance. Ouais, c'est ici qu'on va aller. On va rentrer en forêt ici. On a un petit chemin de VTT qui est juste là. Fait que, on va aller se promener par là. Non, mais on va se prendre des paniers par contre. Moi, je suis venue te voir parce que j'ai besoin de comprendre c'est quoi ce nouveau métier-là. Je sais pas si c'est nouveau, en fait. En 2017, de cueilleur, tu sais. À la base, les Autochtones étaient des cueilleurs. Tu sais, c'était des chasseurs-cueilleurs. Fait que c'est comme un peu quelque chose qui s'est perdu, puis que là, oh, on veut se réapproprier la forêt. Ça fait-tu partie comme de ton quotidien? As-tu une espèce de routine que tous les jours, ou tu pars en forêt, puis tu pars à la recherche, ou c'est quand tu as une demande? Ou... Ben, je faisais beaucoup ça avant d'avoir un petit garçon. OK. Fait que là, c'est sûr que ça demande plus. Mais pas mal, je te dirais, là, 3-4 jours par semaine, je suis en forêt. C'est vrai? Ouais, je vais faire des cueillettes. À la base, il faut apprendre à, d'un, les reconnaître parce que c'est pas tous les champignons qui sont comestibles. Il y en a des mortels. Oui. Donc, il faut vraiment... les champignons, c'est toujours un peu plus délicat. Moi, je donne des cours à des gens, puis je leur dis toujours, concentrez-vous sur ceux que je vous présente, puis essayez pas de pousser trop loin. Ouais. Allez-y tranquillement. Parce que des fois, c'est mince, là, la différence. Exactement. Entre... On peut avoir, par exemple, une amanite vireuse à côté d'une lépiote. Les deux se ressemblent énormément. La lépiote, c'est un excellent comestible. L'amanite vireuse, vous la consommez, puis je te dirais, là, dans les 24-48 heures, tu peux décéder. Voilà. Ça s'attaque au foie, ça dégrade complètement ton foie. OK. Donc, il faut faire attention. L'outil de base, hein? Le petit couteau du cueilleur. OK. On voit qu'il y a des gens qui sont passés avant nous, hein, parce que, regarde, certains spécimens se sont fait écraser par des marcheurs qui ne connaissent pas les champignons. Ici, on a un armillaire ventru en morceaux. Là. Excellent champignon. Super bon comestible. Mais là, il ne l'est plus. Donc, on a ici un premier petit champignon. On coupe le pied. Puis quand on coupe le pied, on voit s'il y a des insectes à l'intérieur. OK. Tu vois, il n'y a pas de piqûre, il est super beau. Ça, c'est une foliote ridée. C'est un super bon champignon qui pousse vraiment dans la forêt avec l'épinette. Je vais te faire goûter à ça, puis tu voudras plus de champignons de Paris. C'est super intéressant comme champignon. Puis ce qu'on veut, on veut l'avoir quand il est fermé comme ça en bouton. OK. Parce que c'est un champignon qui est très fragile. Donc quand le chapeau ouvre, dans le transport, il se brise. Fait que c'est comme ça qu'on les envoie sur les marchés Québec-Montréal. OK. Tu vois, il y en a 2 autres en arrière de toi que j'ai vus. Juste ici, hein. Regarde les petits boutons qui sortent. Ah oui. Puis sont-ils trop petits? Non, Ben... c'est parfait. On les veut comme ça. Ils sont fermes, c'est croquant. C'est vraiment ça qu'on veut. On va le chercher. Je vais le chercher comme ça ou Oui, comme ça, exactement. Tu peux, coupe avec le couteau à la base. OK. Comme ça, exactement. Bon, ben, j'ai cueilli mes 2 premiers champignons. Viens voir, Nancy.
Je te parlais de champignons, tu sais qu'il y en a beaucoup des comestibles, mais qui sont moins intéressants parce que sont plus petits, ils ont moins de chair. Regarde les petits champignons jaunes qu'on a ici. Oui. On en voit partout, là. Bon, ça, c'est un On dirait champignon des qui est petites comestible. fleurs. Mais regarde la grosseur. Oui, ça en prend C'est- beaucoup pour c'est- faire une entrée, hein? C'est pas intéressant pour un cueilleur de récolter ça parce Ouais. qu'évidemment, quand on fait de la cueillette, on est payé au poids. On a des belles petites plantes aussi, je peux te faire goûter. Ça, c'est. Ça, c'est de l'oxalide de montagne. Est-ce que c'est juste quand on cherchait des trèfles à 4 feuilles, quand on. Non, non, non. C'est vraiment ça, ça pousse pas dans la pelouse. OK. C'est vraiment uniquement en forêt. Et ce qui est intéressant, moi, je mange ça en salade. Là. C'est un petit côté acidulé. Là. C'est super intéressant. Moi, j'aime ça, ce goût-là. Là. Fait que tu te ramasses des feuilles comme ça, tu mets ça dans une salade, ça donne un petit côté frais là, au produit. Là. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Là, on a perdu, Luc, 3 minutes? 3 minutes 30. Puis il sort du bois les bras pleins. Ça, c'est le même produit Que tantôt. qu'on a cueilli tout à l'heure. Regarde, je te disais quand ça vient gros. Ah, c'est le même, C'est le mais même, mais le chapeau qui est ouvert. comme un mature, plus mature. Là. Exact. Puis regarde bien, quand on coupe le pied, je disais toujours, là, ça prend un champignon qui est ferme. Touche OK. au pied de ce champignon-là. Oui. C'est vraiment dur. On le Touche voit à même ça. à l'œil au filament aussi, là. Exactement. Fait que ça, Fait que ça, si on prend ça, là, regarde bien. On va toujours, quand on n'est pas sûr, on ouvre les champignons à deux. OK. Regarde comment il y a des insectes là-dedans. On fera pas une soupe? Non, hein? On fera pas une soupe. Mais encore là, moi, je dis toujours la même chose à mes étudiants. Il y a des pays dans le monde qui se battent pour manger des insectes. Nous autres, on c'est les jette. vrai. Tu sais, c'est quand même particulier. Oui. Hein, parce que c'est une bonne source de protéines, mais au Québec, on n'est pas habitué. Luc, comment qu'on devient cueilleur? Moi, je pense qu'il faut avoir une passion en partant. Tu peux pas t'improviser cueilleur. On forme des cueilleurs là, au Ouais. cégep. Là. Puis sur une cohorte de 30 par année, on a peut-être un ou deux qui va devenir un cueilleur, qui va nous vendre Qui va des en faire champignons. un métier? Exactement. Mais encore là, faire un métier... Ah, même pas? Même pas, je pense pas. Ah, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose que tu fais, mettons, 60 heures semaine, puis que... Il y en a qui le font, Ouais, mais ils sont rares. OK. Tu sais, je veux dire, dans la région de Saint-Lac-Saint-Jean, je connais pas tout le monde, mais ça fait quand même 10 ans que je suis dans le milieu. S'il y en a 10-15 des gens qui en font un métier, c'est bon. Moi, je pense qu'on doit être là-dedans. Fait que sur un ordre de grandeur de 300 000 personnes qu'on est, là, c'est pas beaucoup, 10-15 personnes. Là. Les gens vont surtout le faire les fins de semaine. Ils vont aller au chalet, ils vont aller faire de la récolte. Puis, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose au niveau de la culture culinaire qui s'est perdu à travers les années? Parce que quand on est dans la forêt comme ça, puis qu'on cueille, on est avec nos racines premières, on est dans notre propre territoire, on est attaché à ce qui vient de chez nous. Depuis, je vous dirais, 10-15 ans, il y a un renouveau, là. Les gens s'y intéressent de plus en plus. On voit les émissions de cuisine à la télé. On voit les chefs qui demandent des produits régionaux. On voit une cuisine régionale, une cuisine boréale qui se développe. Fait que oui, il y a un renouveau, puis on dirait que, hop, là, on a beaucoup de demandes. On fournit pas, vrai. en champignons. Là. On fait 1 tonne, 2 tonnes de champignons par année. Je pense que si on en faisait 20, on les vendrait tous. Ah oui. C'est une russule. On le reconnaît facilement, là, la coloration rouge du chapeau, puis en dessous, c'est blanc, maculé. Là, c'est vraiment blanc. Fait que tu le manges dans ta bouche, puis tu vas savoir quand le recracher. Tu me fais peur! On va tout vous le faire essayer. Vas-y, goûte. Moi, OK. à chaque fois, je fais ça. Je fais le coup à tout le monde. Tu le manges, là, tu vas voir, là, si tu as déjà mangé des piments, là, des piments forts, là, C'est dégueulasse! c'est extrêmement piquant. C'est fort! C'est extrêmement piquant. fort. Bon, mais sur les russules, ce qui est intéressant, là, c'est que souvent, ce qu'on dit dans les guides, là, vous voulez savoir si elle est comestible, mettez-vous la langue dessus. Si ça pique, jetez là. Si le goût est doux, est agréable, vous pouvez la consommer. Fait que là, Non, 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 non! là, on va rejoindre Jonathan Grenon, qui est chef à l'Auberge des Battures, qui est un de tes clients Exact. et amis. Oui, tout à fait. Puis on va aller parler de qu'est-ce qu'on fait avec ces grosses cueillettes de champignons-là. Il va être content de voir ce que tu y as ramassé. Penses-tu qu'il va me croire? Je sais pas, on va voir. Jonathan, j'avais envie de venir ici parce que tu es vraiment un des chefs qui est en train de se positionner au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la cuisine boréale.
Je voulais savoir, premièrement, comment c'est venu à toi, cette cuisine boréale-là, puis ces saveurs de forêt-là? Mon parcours a été tout le temps centré là-dessus un petit peu. Très jeune, j'ai eu la passion de la forêt qui a été transmise par mon père, mon grand-père, toute ma famille. Puis, vers le début de l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Aux champignons, à la chasse, à la pêche. Puis, j'ai fait un DEP en protection et exploitation des territoires fauniques qui m'a ouvert les yeux encore sur un monde que je trouvais incroyable. Mais ma passion pour travailler, je me cherchais tout le temps. Puis, j'ai abouti à Jonquière pour faire mon cours de cuisine. Puis à partir de là, je m'en suis fait une mission parce que c'est beaucoup de l'éducation. Si on veut que les gens de la région commencent à utiliser les produits qu'on a, les cueillettes sauvages, ça prend une grosse partie de l'éducation. Puis moi, je m'en fais un petit peu mon créneau parce que je trouve que on n'a rien à envier à personne d'autre. Quand tu vois la forêt comme ça, là, qu'est-ce que tu vois? Es-tu encore capable de voir des arbres, des castors, puis des écureuils ou tu vois de la nourriture partout? Je vois de la nourriture partout. Ça devient un garde-manger. Oui, c'est vrai? Ouais. C'est tellement large qu'à la minute que tu commences à avoir un minimum de connaissances, tu es capable, pareil, d'arriver et de faire quelque chose de bon. Là. Souvent, les gens vont se questionner, mais avec quoi je vais utiliser ça? T'sais? Oui, c'est ça la question. On commence par, l'ajouter à quelque chose de connu. OK. Par exemple, moi, je cuisine beaucoup le sapin avec le saumon. Ça va très bien ensemble. Puis ça m'empêche pas de me faire une sauce au vin blanc. Puis avec mon sapin, je vais mettre un petit peu de thym. Fait que il y a comme un rappel de notre culture européenne. Ouais. Puis il y a comme une introduction à qu'est-ce qui, à mon avis, le début de la culture culinaire québécoise. On est une population qui est très jeune. On a presque tous des descendances autochtones. On a nos plantes qui sont ici, mais on arrive en même temps avec un bagage qui arrive de l'Europe, avec des plantes qui arrivent de l'Europe. Fait que là, on se trouve à avoir des habitudes, ouais. Mais il nous reste à nous définir, parce qu'on n'est pas défini par notre gastronomie encore. Ouais. Mais on est en chemin de. T'as-tu appris à travailler à l'école avec ces produits de la forêt-là? Du tout. Ça t'a-tu manqué? J'aurais aimé ça que les gens en place nous fassent au moins une petite introduction. Qu'on voit venir la tendance, finalement. Ben oui, la tendance était quand même assez évidente depuis déjà 10-15 ans. Là. Ils vont nous le dire. Ils disent, la tendance culinaire dans les années qui s'en viennent est la cuisine nordique. C'est quoi la cuisine nordique? On travaille avec quoi? C'est quoi les épices? Exactement. C'est quoi, là? Pourquoi pas se démarquer en tant que région au niveau du Québec et au niveau de l'Amérique du Nord? En nous montrant comme étant un chef de file dans une cuisine d'avenir qui est comparable à la cuisine méditerranéenne ou les cuisines qui sont plus exotiques un petit peu. T'sais. On se parle beaucoup, là. On est rendu un bon groupe de chefs qui ont cette envie-là de propulser ces produits-là en avant-plan. C'est les ambassadeurs de saveur. On travaille fort là-dessus. C'est une naissance, c'est un début. Ça n'est que le début. On est presque tous jeunes. On est en train de se faire on est en train de se définir, finalement. On définit notre culture culinaire. Les gens ne mangent plus non plus comme voilà 10 ans, là, je peux vous dire. Là, quand j'ai commencé, les gens mangeaient pour manger. Présentement, les gens ils mangent, mais ils veulent découvrir. Ils veulent savoir d'où est-ce que ça vient, c'est quoi, où est-ce qu'on peut en trouver. C'est vraiment super, là, ça s'est passé assez vite. C'est pour ça que je dis qu'on est au début. Moi, je dirais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il goûte la découverte, puis on n'a pas encore fini. T'sais. On est en perpétuelle recherche. Il y a des trucs qui ne sont pas encore faits. J'ai des idées que je n'ai pas encore mis en pratique, que ça plane. Ensuite de ça, là, c'est juste un effet boule de neige que je souhaite. C'est que les gens dans leur cuisine ont des branches de thym, du romarin, un beau bouquet de sapin, des branches d'épinette, du thé des bois, du thé du labrador, puis let's go. T'sais. Un mélange de tout ça. À ce soir, je me fais un bœuf bourguignon
qui est totalement différent de la recette que j'ai tout le temps faite, mais qui va avoir à l'intérieur toutes mes épices qui viennent de chez nous. La forêt nous apporte des ressources alimentaires comme le gibier, les champignons forestiers, les épices boréales. Mais il est aussi possible d'utiliser la forêt à notre avantage en agriculture. En quelque sorte, on cultive des arbres. L'idée est de combiner les avantages de la foresterie aux activités agricoles classiques afin d'arriver à des mariages heureux. Telle une espionne russe, je me suis infiltrée dans une journée de démonstration de jardins agroforestiers. J'y ai rencontré un passionné d'agroforesterie, Dustin Roy. L'agroforesterie, comment tu la décrirais? C'est assez variable, là, puis il y a plusieurs définitions, mais l'agroforesterie, c'est vraiment un maillage de l'agriculture et de la foresterie, puis de rendre une parcelle quelconque à multiples usages, donc des produits agricoles, culinaires et médicinales, si on veut. Foresterie, donc production de bois. Si on veut respecter ces critères-là, faut marier les deux, donc production végétale ou production animale et production ligneuse pour faire, idéalement du bois, mais ça pourrait être d'autres dérivés de bois, si on veut. C'est le modèle de verger diversifié avec des intercalaires. C'est-à-dire, à l'intérieur du verger, c'est sur chaque rang d'arbustes fruitiers, il y a une diversité de plantes. Qu'est-ce qu'on peut intégrer comme ça en agroforesterie? Moi, je pense que aujourd'hui, l'agroforesterie est encore très jeune. On parle peut-être de 15-20 ans en Europe. Ici, il y a 10 ans, c'était peut-être les premiers balbutiements de l'agroforesterie au Québec. Là, je pense qu'il commence à avoir une levée intéressante. Je pense qu'on peut tout imaginer, dans le sens que on peut faire à peu près tous les mariages possibles. Moi, je m'intéresse beaucoup à la culture de champignons sur bûche. On peut faire la culture de champignons sur paillis, qu'on peut mettre au pied des arbres. On peut mettre tel ou tel type d'arbre avec tel ou tel type de culture céréales ou de plantes médicinales, etc. Donc, après ça, c'est vraiment libre à la créativité des gens, puis de faire beaucoup d'essais-erreurs. Je pense qu'au fil du temps, on va arriver avec des combinaisons qui vont être gagnantes, mais qui peuvent être variées là, selon les idées des personnes, puis des choses à essayer. Ici, il y a un marché à chaque jeudi. Que les gens viennent, un marché public. Les gens du village viennent acheter des légumes à chaque jeudi. Il y a plusieurs systèmes là, qui sont variés. Il y a intercalaire, il y a sous couvert forestier. Exemple, on peut partir d'un boisé qui est forestier, puis graduellement, on va commencer à cultiver des plantes forestières en sous-couvert. Ça, c'est des modèles agroforestiers aussi, c'est qu'on va tranquillement introduire l'agriculture dans un sol forestier. L'implantation d'arbres ou d'arbustes dans des parcelles agricoles en est encore à ses tout débuts au Québec. On connaît déjà des projets comme les haies brise-vent, mais on voit toute une nouvelle vague de popularité vers les PFNL, ce qui permet de diversifier les sources de revenus de producteurs agricoles. C'est quoi les plus grands avantages de faire de l'agroforesterie? Il y a beaucoup d'avantages agro-environnementaux qu'on veut, qui amener une meilleure biodiversité au sein des parcelles agricoles. Donc, plus de milieux pour les insectes, la faune, meilleure filtration de l'eau, aération des sols, augmentation de la matière organique. Donc, ça, c'est vraiment tous les côtés agro-environnementaux. Au niveau social, amélioration des paysages, diversification, agrotourisme qu'on peut lier à ça. Ce qui est intéressant au niveau financier aussi, c'est de ne pas mettre toutes les œufs dans le même panier. Donc, pas concentrer nos cultures sur une seule chose, mais sur différentes choses. Des cultures à court terme versus des cultures à long terme. Quand on plante, exemple, des noyers, des érables, des choses comme ça, ça va prendre 40, 50 ans, même 100 ans avant d'avoir le fruit de nos efforts par rapport au bois. Mais l'arbre joue un rôle aussi environnemental sur le sol, puis ça va être bénéfique sur du long terme, dans le sens qu'au lieu de cultiver juste de l'avoine chaque année, on cumule un capital à long terme si on y va avec des arbres à croissance lente. Une fois intégrés, les arbres bouleversent l'écosystème des parcelles agricoles. En mariant forêt et terres agricoles, on a une influence directe et positive sur la santé des sols, la biodiversité et la qualité de l'eau. On participe à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et on contribue à l'attractivité des territoires ruraux. L'agroforesterie permet une meilleure rentabilité de l'exploitation des terres agricoles. Dans les dernières décennies au Québec, les terres agricoles ont connu plusieurs changements. La quête de la productivité était forte. Trop de gens se sont tournés vers les monocultures. Rapidement, l'humain s'est rendu compte qu'il avait trouvé la recette parfaite pour appauvrir un sol. On a déboisé pour y arriver et maintenant, on revient en arrière.
et on reboise nos terres. Est-ce que tu penses que c'est comme juste un beau mélange entre la foresterie et l'agriculture, l'agroforesterie, finalement? Oui, Ouais. c'est pas mal ça. Là. Puis là, on a parlé de combinaison de végétaux, mais il y a les systèmes sylvo-pastoraux aussi qui existent, qui sont très peu documentés puis très peu utilisés au Québec. C'est des systèmes de pâturage où est-ce qu'on intègre les arbres aussi. Ah oui. Là, il y a un agriculteur Saint-Félicien, c'est la ferme Pas de Vin, si je ne me trompe OK. pas, qui ont fait une implantation de système par le biais d'un projet au Cégep de Saint-Félicien. Ils ont planté au-dessus de 7 ou 800 végétaux, à peu près à 25-30 mètres. Tu sais, c'est comme des haies brise-vent, mais rapprochés habituellement. On a des Ouais. haies brise-vent entre les parcelles agricoles. Là, il y en a même la parcelle. Puis donc, tout ça va donner du capital forestier, du bois. Il y a des arbres fruitiers, des poiriers, des pommiers, des... À côté des vaches qui font... Oui, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une zone d'à peu près 1,5 mètre, 2 mètres. Préparation de sol, ils ont planté, puis ils vont mettre le clôture électrique chaque côté, le temps que les arbres soient assez hauts pour pas que le bovin là, vienne brouter là, les arbres. Donc ça, c'est un système à développer au Québec qui n'est pas très connu, mais qui est utilisé beaucoup plus en Europe. On est en friche ou en terre agricole, puis on Ouais. ramène l'arbre. Bon, ben, c'est de ramener tranquillement la forêt dans le champ, mais on reste beaucoup plus en mode champ que forestier. Donc, tu sais, je pense que la marge, elle peut jouer beaucoup, tu sais, un peu plus forêt ou plus agricole, mais déjà là, on peut jouer beaucoup d'un bord et de l'autre. Là, on peut laisser aller aussi une parcelle en champ qu'on ramène les arbres. Puis à évolution, exemple, dans 50 ans, ça peut devenir vraiment plus une forêt qu'un champ. Là, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui t'ont épaté ou qui t'ont surpris? Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont marqué ou quelque chose de plus trippant? Ben là, je suis encore au ou- stade d'observation. Tu sais, OK. Ça fait peut-être 4 ans que j'expérimente. C'est sûr que ce que j'observe beaucoup chez moi, c'est que en mettant les choses sur des buttes quand même assez hautes, là, Ouais. presque 1 mètre de haut, les arbres poussent beaucoup plus rapidement que si je les mettais directement sur mon terrain. Après ça, j'ai des plantes qui poussent au pied. Puis tu sais, je fais pas beaucoup d'interventions. Puis tout se porte quand même assez bien. Je récolte tout le temps des choses. Donc, c'est un petit peu plus pêle-mêle Ouais. à l'instant, mais tout progresse. Puis j'ai toujours des choses à ramasser. C'est les connaissances qui progressent aussi, Oui, j'imagine. beaucoup à travers ça. d'observations. Là, j'essaie beaucoup d'observer. J'ai des hypothèses. Fait que je discute avec les gens, je donne des idées, je essaie ça. Il y a des gens au Cégep de Saint-Félicien qui débarquent des projets, ils viennent me voir. Fait que je livre un petit peu des fois ma philosophie ou des hypothèses que j'aimerais valider. Fait que je leur donne ça, ils l'essayent. Puis là, ben, tranquillement, je ramasse les retours, les rebonds, tout ça. Là. Mais c'est de l'observation à long terme. Ah, la forêt boréale. Si, longtemps, on n'en a tiré que les produits de chasse et de pêche pour notre alimentation, de plus en plus de gens s'intéressent à la cueillette. On peut y trouver des petits fruits, des herbes, des épices, des champignons et bien d'autres. Si bien que certaines personnes en ont fait un gagne-pain. Les cueilleurs partent à la chasse aux saveurs, panier au bras et couteau à la ceinture. C'est tout un art. Si d'abord il faut avoir l'œil, il y a aussi beaucoup d'informations à apprendre. Comme n'importe quelle passion, une fois initié, c'est en faisant des recherches et en partageant avec les autres qu'on devient expert. Les chefs raffolent de ces saveurs boréales. Les produits récoltés donnent place à une créativité sans fin. Ils explorent, découvrent, affinent, construisent et déconstruisent une toute nouvelle cuisine, la cuisine boréale. C'est d'ailleurs ce que font nos ambassadeurs de saveurs, travailler à la définition de notre culture culinaire. Si nous avons été longtemps associés qu'à la tarte au bleuet, la tourtière et la soupe aux gourganes, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en pleine évolution culinaire. Une cuisine collée sur des producteurs et transformateurs locaux, sur les saveurs de notre terroir boréal. Et pendant ce temps, on explore les potentiels d'utilisation de la forêt en agriculture. Les aspects écologiques et socio-économiques de l'agroforesterie semblent prometteurs. L'agroforesterie représente une véritable opportunité pour le Québec et rejoint les intérêts de nombreux acteurs régionaux et locaux. L'innovation permet de nous dépasser et de s'améliorer.
Hâte de voir de quoi aura l'air le mariage forêt et agriculture dans les prochaines années, autant dans l'assiette que dans le champ. Non, je ne me suis pas transformée en dégustatrice, mais c'est le moment de l'émission où je vous parle de mes coups de cœur. Puis aujourd'hui, je vous parle de 2 entreprises dont j'adore les produits. Premièrement, Délices du Lac-Saint-Jean, qui est une entreprise familiale des producteurs et transformateurs de bleuets sauvages et dans le biologique. Ils sont certifiés biologiques. Dans les choses que j'adore, il y a entre autres le coffret cadeau qui se fait en 2 différents formats pour les pots qu'on met à l'intérieur. Il y a 3 pots à l'intérieur, 3 pots pour lesquels vous pouvez choisir les saveurs. Ils ont plusieurs choix de confiture. Des fois, la petite subtilité fait vraiment la différence, mais ce qui est vraiment toujours au cœur de la saveur, c'est le bleuet sauvage. On goûte vraiment le bleuet sauvage. Ils ont des chutneys aussi, mais un autre produit chouchou, c'est la tarte au bleuet qu'on retrouve dans tous les IGA du Québec présentement. Le dernier produit chouchou dont je voulais vraiment vous parler, c'est la sauce barbecue au bleuet. Je vous le conseille dans des hamburgers de porc haché, donc de la sauce dans le mélange de boulettes que vous avez fait, ressauce dans le sandwich avec un petit fromage local, vous allez adorer. C'est bon. La deuxième entreprise dont je voulais vous parler, c'est la laiterie de la Baie. La laiterie de la Baie, on est vraiment chanceux de l'avoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui ont encore des laiteries régionales, donc avec lesquelles on est vraiment assuré de prendre le lait des vaches qu'il y a alentour de nous, ce qui veut dire que dans un délai de 2 à 3 jours, le lait se retrouve sur les tablettes. Donc, c'est ça pourquoi on a des produits aussi frais dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font bien sûr le lait, le beurre, la crème, mais la crème glacée. Donc, ils ont des saveurs différentes de crème glacée et la nouvelle a fait un tabac, c'est la crème glacée aux bananes. Ça sent bon. Ça sent les popsicles aux bananes de mon enfance. C'est bon.